Quand on parle de racisme scientifique et médical, de quoi parle-t-on concrètement ? Alors le racisme scientifique, ça renvoie à la manière dont depuis le XVIIIe siècle, des naturalistes, des biologistes, des médecins ont théorisé sur des corps en cherchant la preuve d'une différence matérielle entre les corps, donc des corps qu'ils percevaient comme différents, comme des corps altérisés et racialisés, en cherchant aussi la preuve de différences innées et héréditaires. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le racisme scientifique, c'est finalement la pierre de voûte des théories concernant la différence biologique dans les corps, mais il y a aussi le racisme médical qui est en fait la partie des théories qui parlent de la pratique médicale et des discours diffusés dans les sciences médicales. C'est un sous-groupe parmi ces théories scientifiques. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que la catégorisation amène toujours la différenciation, mais aussi la hiérarchisation, puisque quand on catégorise des populations, on les hiérarchise nécessairement, pour reprendre notamment les travaux de Colette Guillaumin qui parlait du fait qu'une catégorisation n'est jamais neutre et se positionne toujours par rapport à la norme blanche. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de voir à la manière dont ces théories elles sont aujourd'hui vues comme des pseudosciences, même si justement ce terme de pseudoscience est un terme galvaudé, puisque c'est aussi mettre à distance le fait que ces théories elles ont été produites dans les arènes scientifiques et institutionnelles et qu'en tant que telles, elles ont encore un effet aujourd'hui dans les résurgences et dans la manière dont les pratiques, notamment médicales, continuent à être diffusées. Votre livre montre que des théories invalidées depuis longtemps continuent d'influencer les pratiques de soins. Comment expliquer une telle persistance ? On peut l'expliquer notamment par le temps long de cette création, de cette fabrication de savoirs scientifiques sur les races humaines, puisque cela débute dans les années 1730 et plus spécifiquement en 1758 avec le naturaliste Carl von Linné. Et pendant environ 2 siècles, l'on assiste à cette création de catégories raciales de plus en plus précises. On étudie la couleur de peau, on étudie les crânes, on étudie la peau, les organes sexuels, la chevelure. Donc on va développer ensuite des outils de mesure très spécifiques et ces théories vont ensuite circuler de France, depuis la France, la Grande-Bretagne, aux États-Unis. On assiste à de grandes circulations. Donc la science valide, accrédite des inégalités qui étaient des inégalités sociales qui vont être naturalisées, biologisées par ces scientifiques. L'on sait la force du savoir scientifique et notamment à une époque où la science se substitue à la religion comme source du savoir. Donc la science édicte des vérités et influence sur une très longue période donc les représentations. C'est aussi dans l'éducation, par le biais de l'éducation, des manuels scolaires notamment, que l'on va façonner des représentations collectives. Il y a l'éducation, il y a la culture, les médias, la presse à l'époque, qui diffusent également de grands stéréotypes raciaux. Ces stéréotypes qui valident notamment l'esclavage puis la colonisation. Et lorsque l'on invalide le concept de race biologique au milieu du XXe siècle, lorsque les généticiens démontrent qu'il n'existe pas de race humaine biologique, ces stéréotypes ne disparaissent pas. Ils ont été diffusés pendant plus de 2 siècles par des scientifiques et ils restent encore présents dans les imaginaires et dans un inconscient collectif. Comment des outils médicaux comme le spiromètre, inventé au XIXe siècle, continuent de perpétuer des biais racistes dans la médecine ? Alors il y a aujourd'hui en effet des outils qui perpétuent ces biais raciaux. Donc au-delà des soignants qui sont eux-mêmes porteurs de ces biais raciaux, soignants et soignantes, qui évoluent dans une société qui elle aussi est imprégnée de ces stéréotypes, ce sont aussi des outils de mesure qui sont calibrés avec des mesures héritées de l'esclavage et de la colonisation. Si on prend l'exemple du spiromètre, donc le spiromètre c'est un instrument destiné à évaluer la capacité respiratoire des individus. Aujourd'hui, le spiromètre en médecine permet d'évaluer la capacité respiratoire des personnes identifiées comme caucasiennes, identifiées comme africaines, identifiées comme asiatiques ou autres. Donc il y a encore, malgré le fait que l'on ait invalidé les races et qu'aujourd'hui la race n'a aucune validité en France, l'on utilise déjà ces 4 catégories lorsque l'on analyse, on évalue la capacité respiratoire et l'on sous-évalue lorsque l'on prend les mesures de la respiration d'une personne identifiée comme noire, on sous-évalue leur capacité respiratoire
respiratoire de 15%, ce qui contribue en fait à laisser passer certaines maladies pulmonaires, à ne pas identifier certaines maladies pulmonaires, puisque l'on a sous-évalué de 15% leur capacité vitale, parce que la capacité respiratoire est aussi nommée la capacité vitale. Et en réalité, c'est parce que l'on a pris ces mesures au départ sur des individus esclavagisés aux États-Unis, c'est notamment Gould dans les années 1860 qui prend la mesure d'Africains-Américains qui sont affaiblis par le travail forcé, par l'esclavage. Ces mesures, on les retrouve ensuite en France, jusque dans les années 1950. Et en fait, lorsque l'on invalide ces catégories raciales, ces mesures sont encore présentes. Et on voit qu'elles se sont diffusées et qu'il y a des instruments aujourd'hui et des interprétations qui sont encore victimes de ces biais raciaux. Et il y a des effets concrets en médecine dans la prise en charge des patients et des patientes. Comment se manifeste le racisme médical aujourd'hui? Avez-vous d'autres exemples concrets? Un des exemples qu'on développe dans le livre, c'est l'exemple des théories sur la résistance à la douleur. Donc dès le début du 19e siècle, un certain nombre de médecins, notamment aux États-Unis, mais aussi des médecins français, vont développer l'idée que des personnes noires résistent mieux à la douleur ou ne ressentent pas la douleur de la même façon que les personnes blanches. Et par exemple, le médecin J. Marion Sims, qui était un médecin qui officiait donc, sur les plantations parmi des populations esclaves aux États-Unis, allait jusqu'à opérer des femmes, puisqu'il était spécialiste de gynécologie, sans utiliser d'anesthésie pour pallier aux douleurs. Donc c'est bien sûr une violence extrême, mais c'est aussi la résultante en fait, d'une naturalisation de la douleur, puisque ces femmes étaient représentées comme ne ressentant pas cette douleur, ne ressentant pas aussi les douleurs de l'enfantement, de l'accouchement notamment. Et donc ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a une perpétuation de ces théories. En France, par exemple, il y a une théorie qui s'appelle le syndrome méditerranéen, qui est toujours en vogue chez des personnels soignants, qui amène au fait que certains personnels soignants et soignantes vont jusqu'à euphémiser en fait, le rapport à la douleur et surtout l'expression de la douleur de leur patientèle noire, vont aussi jusqu'à prescrire moins d'antidouleurs. Et ça a des effets très importants. Nous, on cite beaucoup dans le livre les théories de la sociologue Colette Guillaumin qui parle du fait que la race n'a pas de réalité matérielle en tant que telle, mais elle a une réalité sociale, puisque dans ses effets, elle peut conduire en fait à la mort des individus. Et ici, lorsqu'on étudie les conséquences en santé, dans les trajectoires sanitaires, on peut voir à quel point en fait l'euphémisation de la douleur, ça provoque aussi des biais et ça provoque des conséquences très concrètes, puisque si on euphémise la douleur des patients, ça veut dire qu'on ne les écoute pas et que potentiellement il peut y avoir des erreurs de diagnostic et ça peut entraîner des conséquences très funestes. Oui, le syndrome méditerranéen, pour rebondir, c'est cette croyance erronée selon laquelle des personnes maghrébines ou originaires du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne exagéreraient leur douleur. Il y a eu des drames réels. Alors, certains ont été médiatisés, beaucoup ne l'ont pas été, mais il y a notamment le cas de Naomi Muzinga en 2017 qui est morte de cette déconsidération de sa douleur et de ce syndrome méditerranéen. Voilà, donc après un appel au SAMU qui n'a pas été prise en charge. Elle en est morte. Plus récemment, en 2023, une jeune fille de 13 ans, Aïcha, est morte quelques temps après. C'est un appel également aux pompiers, morte d'une hémorragie cérébrale. Donc, ce qui montre qu'il y a des effets concrets en fait, de ces stéréotypes raciaux dans le domaine de la santé. Cette naturalisation que vous décrivez est-elle présente dans d'autres formes de discrimination ? Oui, alors on retrouve dans ce type de naturalisation, notamment dans le cadre de stéréotypes raciaux, de stéréotypes de genre, de stéréotypes de classe. C'est à peu près les mêmes procédés. D'ailleurs, lorsque l'on étudie l'histoire de la construction du genre et de la race, l'on voit comment la race, lorsqu'elle s'est construite, a repris des procédés qui étaient ceux qui étaient attribués au genre. On a repris la question des tempéraments sanguins attribués à l'homme, c'était le tempérament de la puissance. Depuis l'Antiquité, on va l'attribuer à la race blanche et on va attribuer le tempérament lymphatique qui était depuis Hippocrate le tempérament de la faiblesse associé aux femmes que l'on va associer à ce qu'ils appellent la race noire. Donc on voit qu'il y a effectivement des procédés de naturalisation de caractéristiques sociales, morales, culturelles, intellectuelles et des discriminations qui en découlent.
Et puis peut-être pour compléter la réponse de Delphine, il y a aussi des discours qui effectivement naturalisent, qui biologisent les identités. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a aussi la décrédibilisation des formes de production de savoir qui insistent sur la réalité sociale de la race. Donc pas la réalité matérielle qui, elle, n'existe pas, mais la réalité sociale dans le sens, les effets sociaux du racisme. Et nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de voir qu'en fait, ces deux types de problématiques et de discours souvent sont présentés comme des discours qui se font réponse, c'est-à-dire que les artisans de ces théories biologisantes et racistes vont attaquer de front les théories en sciences sociales qui mettent à mal en fait ces présupposés biologisants. Et ces théories en sciences sociales, elles sont très importantes parce qu'elles permettent de repenser la manière dont les discriminations et la race a encore un effet sur, par exemple, les trajectoires sanitaires, mais on peut penser au domaine de l'emploi, on peut penser à l'accès à l'éducation, à l'accès au logement. Et donc nous, dans le livre, on parle de production de l'ignorance pour insister sur le fait que, notamment en France, il y a aussi le cadre républicain jacobin qui fait qu'on est amené très souvent à ne pas penser la différence, à ne pas vouloir la voir, à ne pas vouloir la déconstruire. Et ce faisant, ce cadre est aussi propice à la diffusion de ces théories racistes sur les corps, puisque les citoyens et citoyennes sont relativement désarmés pour déconstruire ces théories et s'y opposer. Comment se manifeste le racisme médical dans le cas du suivi gynécologique et de la grossesse ? Alors en France, on peut observer que déjà, d'une part, il y a assez peu de possibilités de produire effectivement des données sur les trajectoires différenciées entre par exemple des femmes racisées comme noires et des femmes racialisées comme blanches, puisque ces personnes, en fait, lorsqu'on agrège des données, en fait, il n'y a pas de méthode pour notamment, avec des échantillons très importants, produire par exemple des statistiques qui permettraient d'objectiver réellement s'il y a des différences à la fois de prise en charge, mais aussi des différences d'expérience dans les institutions hospitalières. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut mentionner. Et surtout le fait que finalement, c'est le manque de production de données va forcément infléchir sur les capacités en fait à la fois des médecins, des soignants, des soignantes, mais aussi des membres de la société civile de s'emparer du problème et de comprendre que ces différentiels ne sont pas des différentiels biologiques, mais sont des différentiels qui en fait proviennent de situations sociales, de biais sociaux qui sont très, très inscrits dans les imaginaires collectifs. Et sur une autre différence, on peut aussi noter qu'il y a une forme d'absence de données dans certains diagnostics, notamment en dermatologie, où là, on peut voir qu'il y a énormément, en fait, historiquement, de production de connaissances, notamment sur des maladies comme la jaunisse, qui ne touchent uniquement que des personnes qui sont blanches. Et donc, on a assez peu en fait d'études, notamment en France, sur le fait que ces maladies peuvent aussi toucher des personnes qui sont afrodescendantes. Et ça va avoir un effet et un biais très important dans les diagnostics, puisque les soignants ne sont pas entraînés à reconnaître, par exemple, des cas de jaunisse chez des enfants, chez des nourrissons qui ont peut-être une couleur différentes par exemple. Et donc ça, c'est aussi un biais qui est produit par les questions d'absence de données, c'est-à-dire le fait que les catégories de diagnostic n'ont été pensées que par rapport à la norme blanche et pas par rapport à d'autres situations. Pour revenir sur la question de la maternité, il y a aujourd'hui encore beaucoup de stéréotypes sur les femmes afrodescendantes dans les maternités. Il y a des études en sociologie qui le montrent, notamment avec Priscille Sauvegrin ou Chiara Cagliariello, qui montrent que dans des maternités franciliennes ou dans des maternités italiennes, notamment à Lampedusa, les femmes afrodescendantes sont traitées de manière différente, notamment dans l'administration de péridurale. Donc c'est toujours cette question de la douleur. Il y aurait dans les stéréotypes qui perdurent aujourd'hui l'idée selon laquelle il y aurait une résistance plus forte de ces femmes et aussi une proximité, enfin une propension naturelle à la maternité qui expliquerait qu'on les priorise moins au moment de la prise en charge de l'allaitement. Donc on les laisse plutôt de côté parce qu'elles seraient aptes très naturellement en fait à prendre en charge ce domaine-là. Aux États-Unis, il y a bien plus de données puisqu'il y a des statistiques ethno-raciales qui permettent en fait de mesurer les discriminations dans le domaine de la santé et
oui, il y a 3 fois plus de femmes africaines-américaines qui meurent que de femmes blanches en couche, donc pendant l'accouchement ou bien pendant leur grossesse. Donc il y a des données. Il y a des données aussi sur l'endométriose, là c'est au Canada notamment, qui montrent que les femmes noires sont sous-évaluées, enfin on repère moins l'endométriose chez elles parce qu'on déconsidère aussi leur douleur. Donc il y a voilà, des études qui sont menées, et en France, alors on n'a pas de statistiques qui permettent de développer ces études, mais un médecin et urgentiste de Montpellier, Xavier Bobia, a mené une étude qui permet en fait d'avoir tout de même des chiffres permettant de comprendre qu'il y a des biais raciaux en santé, et notamment dans les urgences. Il montre, sur une étude menée sur 1500 soignants et soignantes en France, en Belgique, à Monaco et en Suisse, qu'il y a des biais au moment de la prise en charge aux urgences des personnes. Et il y aurait environ, voilà, pour les mêmes maladies, les mêmes symptômes de douleur thoracique et au même âge, un homme blanc serait pris en charge à plus de 63% en priorité et une femme noire à environ 42% pour les mêmes symptômes. Et voilà, c'est une enquête, le type d'enquête qui a été reprise par la Défenseure des droits et la Commission nationale consultative des droits de l'homme dans leur rapport sur le racisme et la santé, qui est paru l'an dernier en 2025, et qui permet en fait d'éclairer aussi sur cette question des discriminations dans le domaine de la santé en France.